Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la cause. Elle vient nous parler de l'aide aux employés de Belle et de sensibilisation en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question du suicide chez les adolescents. Nos invités en début de deuxième demi, Michel Cossette et Louise-Marie Lacombe, viennent nous parler d'un programme d'employabilité après un drame. Tout ça dans le menu de Folie douce aujourd'hui. Vous écoutez l'émission numéro 787. C'est avec plaisir que je reçois à nouveau Mme Marjolaine Lachance de Belle Cause. Bonjour Marjolaine, bienvenue à Folie douce encore une fois. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Ben oui, la dernière fois on s'est parlé on a mis la table en fait, puis on a parlé du programme Belle Cause, puis qui est de plus en plus connu, puis qui existe déjà depuis plus de 10 ans ou à peu près, là, qui est présent, qui est de plus en plus, qui aide de plus en plus également à des montants d'argent qui montent sans cesse. On va parler dans cet entretien ici, on avait promis la dernière fois de faire ça, c'est de parler un peu plus de l'aide aux employés chez Belle, puis de la sensibilisation à la santé mentale. Tout à fait. Mais avant de faire ça, j'aimerais ça quand même vous pouvez rappeler un petit peu ce que c'est Belle Cause, finalement, rapidement, là, pour remettre un peu les gens au courant. Là. Bien, vous savez, Belle Cause pour la cause, c'est un programme en santé mentale qui a 4 volets. En fait, c'est notre focus philanthropique chez Belle Canada. Et puis, les 4 volets sont la lutte à la stigmatisation, avec la grande campagne Belle Cause pour la cause qui a lieu en janvier chaque année. Ouais. Il y a aussi l'accès aux soins, donc tous nos programmes du Fonds communautaire et de dons majeurs pour aider les organismes et les fondations hospitalières, les centres de recherche. Alors, on verse des fonds et du financement là, pour aider des programmes qui vont accélérer l'accès aux soins parce qu'on sait que c'est un grand enjeu, les listes d'attente, les recherches de psychologues, psychiatres et tout ça. Le troisième volet, c'est la recherche parce que c'est tellement important. Le cerveau est encore tellement inconnu. Il y a tellement encore de choses à découvrir sur la bonne médication, les bons traitements, toutes les nouvelles découvertes qui se font par rapport au cerveau. Et le quatrième volet, celui dont on va peut-être parler un petit peu plus précisément, c'est la santé mentale en milieu de travail. Ouais. Il y avait un double objectif dans ce dernier volet-là. Le premier, c'est qu'on ne voulait pas avoir l'air du cordonnier mal chaussé. Alors, on s'est dit que si on est pour promouvoir la santé mentale partout au Canada et aider les Canadiens à avoir un meilleur accès aux services, bien, il fallait aussi se regarder à l'interne. On est quand même une grande entreprise nationale, 55 000 employés. Fallait voir qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre milieu de travail pour assurer une bonne santé mentale en milieu de travail. Il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple, exactement. C'était peut-être une question de temps, parce que je sais que dans des premières années, il y a des gens qui reprochaient en quelque sorte à Belle, de dire, ben, est-ce qu'ils font quelque chose pour leurs employés? Mais je pense que c'est juste une question de temps de dire, ben, on est rendu là, c'est d'implanter un programme comme ça, comme Belle Cause, c'est quand même gros. Puis après ça, dans votre réflexion, ben, comme vous dites, vous êtes arrivé à dire, ben, ça serait peut-être intéressant de nous-mêmes de prendre soin de nos gens aussi. Là. Mais les 4 piliers ont toujours été, dès le début, identifiés. Oui, oui. Beaucoup de travaux ont été faits par notre équipe de ressources humaines, beaucoup de recherches, beaucoup d'évaluation des meilleures pratiques, mais aussi de prendre le temps de faire une auto-évaluation et un constat de quel était le statut actuel de l'entreprise dans les divers milieux de travail pour après ça commencer à travailler sur l'amélioration puis instaurer des programmes. Mais en parallèle à ça, puis ça c'est le deuxième volet de la santé mentale en milieu de travail, c'est qu'on a aussi financé des travaux avec la Commission en santé mentale du Canada pour élaborer des normes psychologiques en milieu de travail. Donc, des normes, et il y a eu des comités paritaires, des employés, des employeurs, des syndicats qui ont travaillé à élaborer ces normes-là, qui ont été entérinées par le CSA, le Canadian Standard Association, et le BNQ, le Bureau de normalisation du Québec. Okay. Donc, ces normes-là psychologiques en milieu de travail, qui sont chapeautées par la Commission en santé mentale du Canada, sont vraiment un guide, une boîte à outils qui permettent aux diverses entreprises partout au Canada d'aller chercher des outils
pour implanter certaines normes qui vont aider et favoriser une bonne santé mentale et un bien-être en milieu de travail. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme une recette en général qu'on peut appliquer ou pas vraiment? Ça dépend de la taille de l'entreprise, peut-être? Oui, des fois, j'évite le mot recette parce que ça serait trop facile, hein? Si tout le monde pouvait appliquer la recette puis que le gâteau lèverait partout. Il y a peut-être plusieurs recettes à ce moment-là. C'est plus une boîte à outils. Une boîte à outils, ça. Que les gens peuvent, puis vous avez raison de le dire, il y a des grandes entreprises avec de plus grands moyens, des PME, des petites entreprises qui, quand même, peuvent décider d'adopter 1 ou 2 ou 3 mesures puis de commencer progressivement l'implantation de ces normes-là. Alors, ça a vraiment été pensé pour que l'ensemble des entreprises puissent y trouver leur compte et aider leurs employés à avoir une meilleure santé et faire de la prévention, de la sensibilisation. Je pense qu'un gros point de départ, c'est de sensibiliser les collègues en milieu de travail que ça pourrait arriver à chacun d'entre nous d'avoir à un moment donné un enjeu de santé mentale et comment on réintègre le milieu de travail après. Est-ce que le groupe est accueillant, bienveillant au moment du retour en milieu de travail pour éviter des rechutes qui nuisent finalement à toute l'équipe? Mais comment on procède pour faire ça? Parce que là, c'est beau sur papier, mais dans les faits, là, on fait des formations, on sensibilise en termes de façon fréquente auprès des employés. Comment on fait ça? Bien, j'imagine que chaque milieu de travail est différent dans sa manière de le faire. Moi, ce que je peux vous partager, puis je ne suis pas l'experte des ressources humaines, là, je suis la personne qui s'occupe de la philanthropie, mais ce que je peux vous dire, c'est que chez Bell, premièrement, il y a eu un message très fort et un engagement très fort de la haute direction de dire on va prendre le temps de former les gens, on va donner en priorité la formation aux gens des ressources humaines, aux dirigeants, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans leurs équipes. Également dans les comités paritaires de santé et sécurité au travail. Okay. Alors, ces gens-là ont reçu des formations. Tous nos leaders, il y a une formation obligatoire pour les leaders, notamment de ceux qui ont des gros centres d'employés, donc les centres d'appel, les techniciens des groupes de travail. Alors, une formation obligatoire de santé mentale en 3 modules, un cours qui a été développé avec Morneau-Chapelle, un cours qui a été entériné et certifié par l'Université Queen's. Alors, une fois qu'on a réussi nos 3 modules, on a un certificat de l'Université Queen's. Quand même. C'est un incitatif. C'est quand même intéressant. Tout à fait. C'est un incitatif. Puis, il y a des examens. Le premier cours est face à face. Les deux modules 2 et 3 sont des cours en ligne, mais avec un examen. Alors, tous ces incitatifs-là, justement, pour mobiliser les gens à mieux comprendre et ensuite pouvoir mieux détecter, peut-être soutenir leurs employés. Puis là, je vous rassure tout de suite, on n'a pas transformé nos gestionnaires en psychologues, loin de là. C'était pas l'objectif. C'est plus pour être mais bien... d'être capable de référer. Référer ou de reconnaître, en tout cas, puis de dire, il y a peut-être un problème, il faut qu'on s'en occupe. Là. Oui, puis comment amorcer la discussion et pouvoir référer la personne au bon endroit. Alors, on a aussi amélioré notre programme d'aide aux employés. On a aussi amélioré nos avantages sociaux pour que les frais de thérapie et de psychologue soient bonifiés au niveau du remboursement par les avantages sociaux dans notre programme d'avantages sociaux d'employeurs. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, puis on voit que ça commence à donner des résultats. C'est très intéressant. Surtout en sachant que la main-d'œuvre est de plus en plus rare, puis que, je veux dire, c'est une question toujours d'argent. Si la personne... on doit la remplacer, c'est peut-être mieux de dire, bien, cette personne-là, elle a des très bonnes compétences, ça fait longtemps qu'elle est avec nous, ou ça fait pas longtemps, mais peu importe, la personne, on veut la garder, puis on veut s'en occuper, parce que ça va coûter beaucoup plus cher d'avoir à remplacer cette personne-là. Puis chez cette personne-là aussi, il y a des coûts énormes, là, à ce niveau-là. C'est bien qu'une entreprise puisse s'occuper de ses employés aussi comme ça. Je vous dirais que on a décidé d'investir. Et le retour sur investissement devient de plus en plus intéressant. Oui. Parce que ça se mesure aussi. Bien, ça se mesure, certain. Je vous dirais que notre programme d'aide aux employés et à la famille, le taux d'utilisation a augmenté de 36 %. Alors, les gens l'utilisent davantage et de façon plus précoce. Donc, ils n'attendent pas d'être tombés au fond du baril avant de commencer à aller chercher de l'aide, chercher des outils, chercher du soutien. Donc, on prévient, on fait de la prévention. Ça, c'est extrêmement porteur parce qu'on se dit, les gens n'attendent pas d'être au bout du rouleau. Ils vont aller chercher de l'aide. Fait qu'on est très content de payer davantage notre programme d'aide aux employés à la famille parce qu'on a vu en parallèle une réduction
du nombre d'absentéismes ou du nombre de jours d'absence reliés à des enjeux de santé mentale. Fait que les gens, même s'ils quittent, mettons, en dépression, vont peut-être quitter moins longtemps et vont être mieux réintégrés en milieu de travail. On a vu notre taux de rechute aussi baisser. Alors, les gens, quand ils reviennent, sont mieux équipés. Le gestionnaire qui reçoit l'employé qui revient, c'est davantage quoi faire, quoi dire, comment l'accueillir, comment s'assurer que le retour est progressif avec une tâche des fois allégée et comment on avertit le milieu, les collègues, c'est ça, que l'employé va revenir. C'est souvent là la pression, parce que tu sais, si on sait que les leaders puis les responsables de secteur sont au courant, mais il faut aussi que les employés soient capables de comprendre la question puis de ne pas dire comment ça fait que moi je travaille comme à 120% alors que cette personne-là elle donne moins de rendement, mais il faut qu'elle soit capable de comprendre que c'est peut-être c'est temporaire, puis c'est quelque chose qui va éventuellement aider l'équipe. Bien, tout à fait. Je pense qu'on est très soucieux de maintenir la confidentialité par ailleurs, mais d'accommoder davantage les gens. Je pense que puis l'entourage ou les collègues comprennent aussi qu'un accommodement pourrait aussi leur être bénéfique si à un moment donné, il y en avait besoin. Alors, de voir leur leader agir comme ça, je pense que ça peut aussi les rassurer que, si c'était moi aussi, j'aurais cette empathie-là ou cette compréhension-là de mon leader. Alors, on a formé, je vous dirais, 11 300 leaders quand même, et membres de l'équipe à travers le pays, qui ont été formés en santé mentale. Je vous dirais qu'au niveau de la sensibilisation aussi pour l'ensemble de nos employés, il y a 3 moments forts dans l'année où on fait de la sensibilisation et des lunch and learn, par exemple, des conférenciers, des experts, des chercheurs qui viennent parler aux employés sur la santé mentale, des témoignages. Ça aide énormément à réduire la stigmatisation. Le fait de voir... des témoignages en milieu de travail. Des témoignages en milieu de travail, que ce soit un collègue qui vient témoigner de ce qui lui est arrivé ou un témoignage d'une personne externe, par exemple, un des visages de la santé mentale de l'Association canadienne. Ouais. Donc, ça, ce sont tous des moments où on va le faire. Alors, on le fait en janvier, lorsque c'est la grande campagne Belle cause pour la cause. On va le faire en mai, lors de la semaine de la santé mentale. Et on le fait en octobre, lors de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Fait que c'est 3 moments clés dans l'année, bien répartis sur le calendrier. Et vous savez, une des choses, je crois que comme entreprise, on peut faire, la plupart des entreprises maintenant ont un intranet, un site web, un portail. Pour les employés. Pour les employés, lorsqu'ils se branchent le matin. Ouais. Et nous, notre site Belle cause pour la cause et le numéro de téléphone du PAE est en permanence sur le portail, en pleine vue, très visible. Alors, les employés ont dans ce portail-là, des ressources, des numéros de téléphone, des sites web d'organismes en santé mentale qui peuvent les soutenir. Donc, vraiment... C'est une belle initiative qui va se poursuivre aussi, c'est certain. Il reste 30 secondes à peu près. C'est fort intéressant, mais c'est des bonnes nouvelles, je trouve, parce que à la fois le programme, comme vous nous parliez la dernière fois, puis cette fois-ci, l'aide concrète dans une entreprise comme Belle, mais ce modèle-là peut se reproduire ailleurs. Là, c'est intéressant. Je vous dirais qu'on a 600 organisations de plus en plus à la grandeur du Canada qui ont commencé à appliquer les normes psychologiques en milieu de travail. Donc, pour nous, c'est un beau message d'espoir que plus les employeurs vont être sensibles à ça, plus l'ensemble de l'économie canadienne aussi va en bénéficier. Oui, exactement. Alors, Madame Lachance, en terminant, peut-être les gens qui veulent en savoir plus, s'ils cherchent Belle cause, je pense, sur le web, on vous trouve facilement. Le site Belle cause pour la cause, notre rapport de responsabilité sociale aussi, qui est sur le site de bce.ca. On peut chercher ça aussi. Merci beaucoup, Marjolaine Lachance. Moi aussi, c'était vraiment intéressant. Puis à une prochaine peut-être. Pourquoi pas? Sûr. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale. Nous sommes rendus maintenant au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors, le sujet que tu nous amènes, le suicide chez les adolescents. Oui, un sujet toujours difficile, mais un sujet dont on doit parler quand même à l'occasion, parce que c'est une réalité. On en parle depuis longtemps. Il y a eu une certaine amélioration au Québec, on nous disait, mais il y a une espèce de seuil qu'on ne réussit pas à
à descendre en dessous de tant de suicides par année, par jour, en fait, c'est ça? Oui. Alors, je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai pris sur Internet. Ça s'appelle « Le suicide chez les adolescents, causes et symptômes ». Et c'est sur le site alpabem.qc.ca. C'est l'Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental. C'est écrit par Madame Jessie Riel, qui est intervenante pour cet organisme. Alors, elle nous dit, selon les plus récentes statistiques sur le sujet, 80% des jeunes qui se suicident souffrent d'un trouble de santé mentale. Une donnée qui fait mal. Des jeunes qui ont mal. Après les accidents de la route, le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes. Un adolescent sur 4 pense un jour au suicide. 1 sur 4. Et tristement, sur 5 jeunes en détresse psychologique, un seul reçoit une aide appropriée. L'ado entre 14 et 19 ans rencontre de nombreux obstacles qu'il doit tenter de franchir sans disposer d'autant de ressources et de connaissances qu'il n'en aura à l'âge adulte. Et il manque encore d'outils. Si certaines personnes, dès la naissance, sont dotées d'une plus grande résilience et d'une meilleure capacité d'adaptation, d'autres sont moins avantagées. Il sera donc plus difficile pour certains ados de traverser cette période critique de leur vie, au cours de laquelle ils font face à des défis de toutes sortes, souvent pour la première fois, comme par exemple une première perte, une première séparation, une première trahison, une première relation affective, intime et sexuelle. De plus, simultanément, l'ado tente de s'approprier son nouveau corps qui subit de grandes transformations. Il cherche son identité propre en s'opposant à l'éducation et aux valeurs reçues de ses parents. Il désire s'affirmer, s'individualiser. Il veut découvrir qui il est et quelle est sa place en ce monde. Comme si... Oui. Non, c'est une grande commande quand on pense à ça. C'est vrai qu'on se rappelle un peu de nos périodes adolescentes. Oui. C'est vrai que les jeunes ont beaucoup de choses à vivre et à assimiler en peu de temps. Là. C'est vrai. Et ici, on parle évidemment des garçons et des filles. Ouais. Comme si ce n'était pas assez, parce que son lobe frontal ne finira de se développer qu'au début de la vingtaine, l'adolescent devient plus impulsif et parvient moins bien à réguler ses émotions. Il est affecté par ces changements hormonaux et il réagit plus promptement à ce qui le touche. Sa capacité d'analyse, également en développement, lui induit en plus un manque d'objectivité et une faible capacité à prendre du recul face aux événements. Il se met donc plus difficilement à la place des autres et pense moins au futur. Pas facile d'être un ado. Il y a des jeunes qui réussissent à bien naviguer là-dedans. C'est pas une généralité que tout le monde a des problèmes. C'est pas une maladie, l'adolescence, mais il y a beaucoup de jeunes qui vivent des problématiques, ça c'est sûr. Là. Exactement, c'est difficile pour plusieurs. Ouais. Madame Riel nous dit, pour que sa crise identitaire soit moins violente et son développement plus positif, un ado a besoin d'évoluer dans un espace rassurant, d'avoir des rêves, des projets et des raisons de vivre. Il doit bénéficier d'un encadrement bienveillant, ni trop souple, ni trop rigide. Il a besoin de comprendre ce qu'il vit et d'apprivoiser ses émotions d'une manière adéquate. Il doit développer une bonne estime de lui-même, ce qui n'est pas évident, et apprendre à tolérer les frustrations qui seront nombreuses en ce monde. La plupart des ados y parviennent. Certains en arrachent, d'autres, malheureusement, échouent. Jusqu'à maintenant, nous avons constaté que le nombre de défis reliés à l'adolescence est énorme et nous n'avons pas encore abordé l'aspect des troubles de santé mentale qui touchent 15% des jeunes Canadiens. Et qui se développent des fois à l'adolescence, justement, les troubles de santé mentale dans certains cas, là, dans certaines maladies. Oui, des fois tard dans l'adolescence à 18-19 ans. Ouais. Or, les troubles répertoriés sont nombreux. Troubles anxieux, troubles oppositionnels avec provocation, troubles de stress post-traumatique, toxicomanie, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, troubles dépressifs, troubles obsessionnels compulsifs, troubles des conduites alimentaires, schizophrénie, syndrome de Gilles de la Tourette, troubles bipolaires et troubles de la personnalité. C'est vrai, ça en fait beaucoup. On veut pas vous déprimer. Alors, les troubles du spectre de l'autisme sont aussi inclus dans ces statistiques et comme facteurs de vulnérabilité, même s'ils sont d'ordre, en fait, neurologique.
Le terme trouble de santé mentale est synonyme dans bien des cas de détresse psychologique, de rigidité mentale, de difficultés relationnelles, de difficultés d'adaptation, de difficultés de communication et d'altération du fonctionnement scolaire, familial, social et professionnel. L'ado malade se trouve donc dans un état de vulnérabilité beaucoup plus grand qu'une autre personne face à la problématique du suicide. Cette fragilité constitue un facteur prédisposant qui augmente le risque suicidaire de 25%. La prévention du suicide, assurément, est primordiale. Elle porte fruit car les taux de suicide sont en baisse depuis quelques années, comme tu le disais plus tôt. Mais l'éducation sur les maladies mentales est tout aussi importante. Comme 80% des adolescents qui se suicident souffrent d'un trouble de santé mentale, il est souhaitable qu'un ado, tout comme son milieu familial, scolaire et médical, soit en mesure de reconnaître ce qu'il vit. Alors, je m'arrête ici, Yvan, et je continuerai un peu plus tard. Plus d'informations à l'Espresso allongé, le suicide chez les adolescents à Folie-Douce. À venir dans l'émission Folie Douce, nos invités sont Michel Cossette et Louise-Marie Lacombe. Nous parlons d'un programme d'employabilité après un drame. À l'Espresso allongé, c'est la suite du sujet, le suicide chez les adolescents. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est avec bonheur que je reçois mes invités qui sont Mme Louise-Marie Lacombe. Bonjour, Mme Lacombe. Bonjour. Bienvenue à Folie Douce. Et M. Michel Cossette. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, M. Cossette. Vous êtes donc... on va parler ensemble d'un programme spécial qui a été mis de l'avant par l'AFPAD, programme de formation d'employabilité après un drame, donc quand les gens vivent un drame. J'aimerais d'abord, Mme Lacombe, de peut-être rappeler ce que c'est la mission ou ce que fait l'AFPAD, cette association des familles de personnes assassinées ou disparues. Oui, bien, vous l'avez dit, hein, le titre en parle. L'AFPAD a pour mission de soutenir les gens, les proches de personnes qui ont été victimes d'assassinats ou qui manquent à l'appel. Alors, c'est sûr que c'est un soutien qui est absolument très important parce que quand on vit un drame d'une telle ampleur et qu'il n'y a presque rien, finalement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses avant que l'AFPAD arrive. Ouais. Donc, c'est important d'instaurer un filet de sécurité pour ces gens-là. Et c'est une association qui a été mise, ça fait pas si longtemps que ça existe, c'est M. Boisvenu qui a mis ça en place, qui a mis l'association en place parce que lui-même a vécu un drame, sa fille a été assassinée, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et à ce moment-là, le but était de rassembler ces gens-là pour en parler le plus possible. Il y a eu une action politique aussi qui continue aujourd'hui, mais depuis les dernières années, l'AFPAD ouvre quand même peut-être un volet un petit peu plus psychosocial et pour essayer de faire des projets qui peuvent aider les gens, des guides. Il y a eu le guide du retour au travail après un drame. Il y a celui qui se prépare pour un guide de retour à l'école après un drame. Des programmes. Donc, on va un petit peu plus là, vers le soutien, je vous dirais, direct, individu à individu. Et il y a beaucoup plus aussi ces dernières années de présence dans les médias. On recevait votre directrice il n'y a pas si longtemps à l'émission, puis vous êtes ici tous les deux aujourd'hui. Donc, le programme de formation de retour au travail ou d'employabilité après un drame, pouvez-vous nous le situer? Puis on va évidemment parler par après à M. Cossette pour avoir son expérience parce que c'est vraiment en termes de témoignage, là, il participe au programme ou il a participé, donc on va pouvoir Il a participé, tout à fait. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand il y a un drame aussi horrible que celui d'un assassinat ou d'une disparition ou encore un acte criminel, on a aussi eu une participante qui avait été victime d'actes criminels, on s'est rendu compte qu'au point de vue travail, tout chamboule dans la vie à ce moment-là. Puis au point de vue travail, c'est vraiment difficile. Difficile de retourner à cause de plusieurs tabous probablement. Retourner au travail, mais tout à coup se faire voir d'une façon très différente. Les collègues qui veulent pas vous parler, etc., etc. Un petit peu plus... La colère aussi qui a amené peut-être des fois à des renvois. Donc, il y a vraiment une problématique au niveau du travail sur laquelle personne ne s'est jamais attardé ou presque. Et sûrement que le retour au travail se fait aussi assez rapidement, peut-être trop rapidement. C'est rare qu'un employeur va permettre à une personne de rester des mois et des mois à l'extérieur de son emploi. Là. Une des choses qui fait partie du tabou, c'est de dire, après 3 mois, après 6 mois, reviens-en.
Mais on ne veut pas en revenir, on veut en guérir. Exactement. Puis souvent, c'est même dans l'actualité, donc la personne, on se fait rappeler constamment peut-être la problématique qu'elle a vécue, le drame qu'elle a vécu, là, c'est ça? La problématique est encore là et aussi tout ce qui est au niveau juridique va continuer d'être là. Il va y avoir un procès dans 1 an, dans 2 ans. Ouais. Il va y avoir un retour aux libérations conditionnelles, etc., etc. Donc, c'est une problématique qui suit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas suivre au niveau de travail de la même façon que ce serait si on venait, par exemple, d'une simple bronchite. Oui, absolument. On a un exemple concret, donc toujours avec nous. Vous avez participé au programme. Comment vous pouvez nous présenter votre expérience, justement? Extrêmement positive. D'abord, je voudrais préciser que, nonobstant, disons, le retour au travail, ce que cette expérience-là permet aussi, c'est de briser l'isolement dans lequel on tombe fréquemment suite à quelque chose, des événements de ce genre-là, auxquels rien dans la vie ne nous prépare. On a beau avoir toutes les études, toutes les expériences dans la vie. On n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça de nos jours. Il n'y a rien qui nous prépare à ça. Parce que, M. Cossette, vous avez vécu vous-même. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous avez vécu quand même un drame? Oui. Il y a une de mes nièces qui a été assassinée par son ex-conjoint. Et puis, le hasard a fait que nous soyons interrogés par la police parce que nous étions les derniers membres, ma femme et moi, de la famille à avoir communiqué avec elle. OK. Et puis, par la suite, on a entrepris des démarches, dont devenir membre de l'AFPAD. Mais ça doit être aussi ça doit être un stress énorme parce que si vous savez vous-même que vous n'avez rien à vous reprocher puis que les gens vous posent des questions, on doit se sentir un peu drôle dans ce drame-là. On doit se sentir assez mal à l'aise, finalement. Le doute persiste toujours. C'est-à-dire que est-ce que comme ma nièce était sensiblement plus jeune que moi, on sent toujours un peu une relation parentale ou quelque chose comme ça. Oui. Et le doute persiste toujours. Est-ce que j'ai tout fait pour empêcher ça d'arriver? Ouais. Je sais bien qu'on l'avait invité à venir chez nous, etc. C'est ça. Vous étiez au courant d'une situation qui était plutôt... On savait qu'il y avait une situation problématique, une tension. Nous n'avions jamais rencontré le meurtrier, mais on l'a invité à la place qu'elle retourne là, qu'elle vienne chez nous. Elle a refusé. Bon, quand on la demande 3 fois, à un moment donné... Elle était majeure, je peux pas. C'est ça. On peut pas aller plus loin. Allez-y. Ouais. Donc, ça nous permet, un programme comme ça, de rencontrer des gens dans un petit groupe et d'échanger particulièrement de façon plus profonde par rapport à la souffrance, disons, qu'on s'imagine tous unique à soi, mais finalement, on se rend compte qu'elle ressemble à celle des autres. Puis là-dessus, disons, l'isolement et la culpabilité se rejoignent. On se demande... Et d'échanger à ce point de vue-là est quelque chose qui m'a aidé, moi, à aller mieux après ça. Parce que c'est souvent par ça qu'on passe quand on a souvent l'impression qu'on est seul, mais quand on entend les gens parler des situations similaires, elles ne sont pas nécessairement pareilles comme la nôtre, mais on sait qu'on n'est pas seul. C'est un peu ça, Mme... Ce qu'on a vu, en tout cas, ce qui est clair à nos yeux, c'est que l'isolement est un facteur absolument très important. Ouais. Et l'autre chose aussi, la culpabilité, la perte de contrôle. Quand il arrive une situation comme ça, tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'appelle ça les 5 marionnettes. Il y a 5 fils, tout à coup, qui sont au-dessus de nos têtes puis qui sont en train de nous poser des questions. Les policiers posent des questions, les ambulanciers posent des questions, les gens du domaine médical vont poser des questions, les amis vont poser des questions, l'entourage, la famille, les médias vont poser des questions. Alors, on perd le contrôle carrément et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un isolement. Et on se sent agressé carrément. On rentre dans notre bulle, là, c'est ça, parce qu'on n'a pas demandé ça nécessairement. C'est arrivé, on s'attend, comme vous disiez, M. Cossette, on s'attend jamais à ça. Puis quand ça arrive, on ne sait pas trop où... c'est surtout que la dynamique fait qu'on n'en sort jamais non plus. C'est-à-dire qu'on se fait toujours rappeler par les gens autour de nous que finalement, cet événement-là est survenu et puis ça prend... bon bout de temps avant que cet événement-là arrête de nous définir dans les yeux des autres. Dans votre cas, ça fait longtemps que c'est arrivé à votre nièce? Moi, ça fait 11 ans. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'en parler aujourd'hui, ici, au micro, probablement que quand c'est arrivé, 1 an ou 2 après, ça n'aurait sûrement pas été possible. Non, certainement pas. Ouais.
j'accepte d'en parler en public parce que je crois que des événements comme ça, on doit en parler, savoir que ça existe. C'est extrêmement rare, mais on doit les gens doivent savoir que ça existe, que ça peut arriver dans les meilleures familles, comme on dit. Et puis que nous ne sommes pas à l'abri et que ça affecte la santé mentale des gens tout autour, ça affecte la dynamique familiale. Est-ce que les gens autour de vous, dans votre famille, est-ce qu'ils ont eu besoin, ont senti le besoin? Est-ce que vous êtes allé, donc vous avez senti le besoin d'avoir le programme? Est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi suivi votre exemple? Pour commencer, c'est la première année où le programme avait lieu. Ouais. Je suis la seule personne qui nommément s'est inscrite à l'AFPAD à l'époque. Ouais. Et puis, j'ai reçu un appel de Mme Lacombe. D'habitude, je dis merci beaucoup, bonsoir, comme la plupart des appels de sollicitation. Je ne sais pas pourquoi. Je suis resté en ligne dans son ton de voix. Il y a quelque chose. Quelque chose qui était... Non, mais c'était accueillant pour le moment. On a parlé un bon bout de temps. Puis bon, je lui ai dit que je n'étais probablement pas le client idéal, mais bon, elle m'a dit c'est pas grave, on va s'arranger avec ça. Pourquoi pas idéal? Parce que vous vous sentiez pas prêt peut-être à partager votre vécu? Ou pour commencer, c'est un programme d'art-thérapie. On n'a pas parlé beaucoup d'art-thérapie jusqu'à maintenant. Entre autres, oui. On se sert de l'art pour faire sortir des émotions. Des émotions et en discuter. Ouais. Pour qui me connaît, mes proches, je veux dire, Michel, faire de l'art. Ouais, yeah, right, tu sais. Il y a une de mes sœurs qui ne croit juste pas, tu sais. Toi, tu fais de l'art, mais l'art-thérapie, ça peut être vaste. Elle en fait professionnellement, mais moi, j'ai jamais... mon parcours, veut dire, ne m'a jamais amené là. Puis je me suis dit, j'ai pas essayé ça. Puis je me suis dit, je vais essayer. Puis j'en suis bien content de l'avoir essayé. J'ai l'intention, d'y retourner. De poursuivre. Oui. En fait, le programme avait 2 volets. Effectivement, le samedi matin, il faisait de l'art-thérapie, mais par rapport à des choses qui peuvent toucher le milieu du travail. Ouais. Alors, on travaille beaucoup sur soi, évidemment. Quand on va être au travail, il faut qu'on soit prêt individuellement et il faut être prêt dans sa tête et dans son cœur. Ouais. Il y avait aussi un volet où est-ce qu'on avait une art-thérapeute, mais qui fait partie des orienteurs professionnels. Okay. Donc, à ce moment-là, c'était un volet qui était très jumelé. Il y a une chose que j'aimerais dire justement à propos de Michel. Michel est un de ceux qui a été peut-être un de nos très beaux succès. Ils l'ont tous été, en fait. Hein. On a eu de l'amélioration sur tous les participants qui étaient là. Et par amélioration, on parle, on en a 2 qui ont trouvé du travail et le programme était même pas terminé à ce moment-là. On en a qui ont décidé de faire du bénévolat. On en a qui ont décidé, ils se sont tous mis en action et ça, c'est énorme. Donc, il y a eu vraiment un effet positif sur tout le monde, là, c'est ça? Incroyablement. Ouais. On le sentait d'ailleurs dans le groupe. Moi, je me rappelle certaines personnes, quand ils sont arrivés, qui étaient très... qui regardaient à terre, puis qui avaient l'air battus, puis, ou qui étaient très en colère, et puis... à la fin, les yeux étaient allumés, les gens souriaient, étaient contents de se voir. Ça dure longtemps, la période du... Est-ce qu'il y a un temps déterminé? 11 semaines, mais quand on parle de mise en action, par exemple, Michel et une autre participante vont maintenant aller dans un autre programme sur une période entre 6 mois et 1 an. Okay. Donc, c'est quelque chose qui était avec le CAP, le Centre d'apprentissage parallèle, que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et on s'est rendu compte que pour plusieurs, ça a été un tremplin vers autre chose. Moi, il y a une chose que j'aimerais ajouter, par exemple, qui est importante quand on parlait de recrutement tout à l'heure, quand on parlait d'appels téléphoniques. C'est incroyable quand on a appelé les gens au début du programme. Je recruterais maintenant de façon très différente parce qu'on appelait les gens en leur disant, écoutez, est-ce que vous avez vécu une problématique du travail? Et là, suite à ce drame-là, au lieu de nous dire oui ou non, on avait... mais une tonne d'excuses, OK? Ben oui, ça m'est arrivé parce que, vous savez, Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi les gens ont tendance à s'excuser comme ça? Seigneur, ils viennent de vivre un assassinat, là. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de s'excuser pour les conséquences que ça peut avoir? Mais ça en a. Et ça fait partie du tabou aussi. Oui. Il reste à peu près 30 secondes. Ça passe excessivement vite. J'aimerais ça qu'on rappelle les coordonnées parce que les gens peuvent vous appeler, j'imagine, ou communiquer avec vous pour avoir
on peut juste chercher AFPAD, j'imagine. AFPAD.ca. Puis sur le site, on peut avoir toutes les coordonnées, les contacts, parce que Absolument. dans le fond, le programme est ouvert. Là, si les gens ont vécu un drame. Oui, bien, si les gens ont vécu un drame, on est là pour eux. On espère que le programme va être repris l'an prochain. Mais d'une façon ou d'une autre, vous pouvez les aider et les gens peuvent vous poser des questions. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, Louise-Marie Lacombe, merci beaucoup, recherchiste à l'AFPAD, et aussi témoignage intéressant de Michel Cossette. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Plaisir. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, Pierre, le suicide chez les adolescents. Oui, selon un article de Mme Jessie Riel, qui est intervenante à l'ALPABEM, soit l'Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental. Comme je disais en ouverture, c'est-à-dire dans la première partie, c'est un sujet toujours difficile, mais un sujet dont on doit parler à l'occasion. Sans cesse, faut pas penser que c'est un sujet qui est réglé. Hein. Il faut quand même revenir sur le sujet assez souvent. Ouais. Mais Mme Riel nous dit qu'il y a eu une diminution des suicides chez les adolescents au cours des dernières années. Ouais. Alors, je poursuis la lecture. Elle nous dit: il est souhaitable que le milieu familial de l'adolescent, le milieu scolaire aussi et médical, soit en mesure de reconnaître ce qu'il vit dès l'apparition des premiers signes de détresse. Ainsi, l'entourage de la personne atteinte sera plus apte à communiquer adéquatement les difficultés vécues afin de lui faciliter l'accès aux ressources et aux traitements appropriés. Et des fois, ces premiers signes-là ne sont pas toujours aussi évidents parce que des fois, on mélange l'adolescence, les symptômes, des problématiques adolescentes et le suicide. Fait que c'est difficile de déceler. Hein? Oui. Rappelons que sur 5 jeunes en détresse, un seul reçoit le support nécessaire. Nous devons être attentifs aux changements de comportement chez l'ado, car ils peuvent être des signes de détresse. Et cela se traduit par une perte ou une prise de poids, de l'insomnie, un manque de concentration, une baisse des résultats scolaires, des fugues, de l'irritabilité, de l'hyperactivité, des colères, un repli sur soi, de l'abus de substances, de mauvaise fréquentation, de l'isolement et de l'automutilation. Ces comportements ne mènent pas automatiquement au suicide, mais peuvent être des facteurs précipitants, tout comme une rupture amoureuse, un conflit ou un environnement familial inadéquat et dysfonctionnel. Il ne faut pas banaliser les actions du jeune, car elles constituent une forme d'expression. Face aux problèmes sérieux, il est important de l'amener à s'ouvrir sur ce qu'il vit et peut-être même de l'encourager à obtenir une évaluation de son état par un professionnel de la santé. Et tout ça, ce n'est pas facile, on le sait. La communication est à privilégier et l'isolement doit être rompu. L'ado doit savoir que ce qu'il vit est normal, qu'il n'est pas le seul dans cette situation et qu'il lui sera possible de retrouver son équilibre, que ce soit avec l'aide d'une simple écoute, d'une thérapie ou d'une médication. Trouver le juste milieu dans l'encadrement et le soutien à offrir n'est pas une tâche simple. Et comme tu le dis, la communication, à mon avis, c'est comme la chose la plus accessible aux gens puis qui est tellement importante, parce que c'est là qu'on décèle s'il y a un changement aussi d'attitude. Hein? Oui. Oui. Mme Riel nous dit: heureusement, plusieurs ressources existent pour conseiller l'entourage d'un jeune durant ces années de tourmente. En voici quelques-unes. Il y a cyberaide.ca. Il y a jeunessejécoute.ca. Ça, ce sont les adresses qu'on peut chercher puis qu'on peut trouver Alors, c'est toujours tout collé. Il y a entraideparents avec un s.com. Il y a la liste des organismes de prévention du suicide par région qu'on trouve sur le net. Et il y a toujours le CLSC de votre région. Certains jeunes, certains adultes, malgré leur meilleur désencadrement disponible, finissent un jour par passer à l'acte. Selon les données, 10% de ceux qui commettent une tentative mettront fin à leur jour. Ont-ils une condition biologique qui les mène au passage à l'acte? Peut-être. Les études se développent à ce niveau, mais aucune réponse exacte n'a encore été énoncée. Ce que l'on sait, c'est que le suicide n'est pas une option. Et pour rejoindre l'organisme ALPABEM, vous tapez simplement alpabem.qc.ca, ça s'écrit ALPABEM, donc .qc.ca. Et je donne l'adresse, c'est au 6
45 boulevard des Laurentides, c'est à Laval. Le numéro de téléphone est le 450-688-0541 ou le 1-888-688-0541. Je trouve que les jeunes, le gros fléau, je trouve, depuis des années, c'est un peu le manque de sens de la vie, tu sais, parce que, comme tu disais tantôt, le suicide, tu sais, c'est pas une option. Puis pourquoi c'est pas une option? C'est parce que il n'y a pas de retour, là. C'est très grave, là, comme geste. Puis je me demande jusqu'à quel point les jeunes, on dit souvent, tu sais, les jeunes ne veulent pas vraiment mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Exactement. Mais est-ce qu'ils ont conscience vraiment tant que ça que c'est un drame et tous les endeuillés qui vont être créés avec ce geste-là. Oui, mais c'est comme ça pour toutes les personnes qui pensent au suicide. Hein. Ces personnes-là vont être renfermées parce que justement, ils pensent qu'il n'y a personne qui peut les aider. Ouais. J'ai peut-être le temps de lire un autre passage que j'ai sauté tantôt. Madame Riel nous dit, afin d'évaluer les connaissances des jeunes sur les troubles de santé mentale, le Centre d'études sur le stress humain de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal a fait passer un test sur le sujet à 176 élèves. Les résultats obtenus démontrent que la majorité d'entre eux se représentent bien ce qu'est une dépression, que 40 à 45 % ont une opinion sur les troubles anxieux et la toxicomanie, que 16 % croient qu'un TOC, c'est d'avoir peur de tout, et que seulement 11 % ont déjà entendu parler de la schizophrénie. Cette étude, même si elle a été réalisée à une très petite échelle, démontre que peu de jeunes connaissent réellement les divers troubles de santé mentale et probablement qu'encore moins sont sensibilisés au fait qu'ils n'en sont pas à l'abri. Alors, s'ils sont dans l'ignorance, comment pourraient-ils identifier que quelque chose ne va pas chez eux et être en mesure d'aller chercher le soutien nécessaire? Ou encore, comment pourraient-ils venir en aide à leur père? Ben, c'est bien, non, mais merci pour le sujet. En fait, c'est un sujet difficile, mais le suicide chez les adolescents, il faut être à l'écoute, il faut être alerte, il faut vérifier justement notre entourage. Je pense que c'est important d'intervenir. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet-là. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Pierre Laporte, merci beaucoup pour la mise en onde de l'émission. Bienvenue. Et merci également pour tes blocs espresso. Tu nous as parlé du suicide chez les adolescents, un sujet dont il faut parler, c'est bien important. Je remercie notre invitée en début d'émission, Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la cause. Mme Lachance nous a parlé de l'aide aux employés de chez Belle, justement, et de sensibilisation aussi en santé mentale. Nos invités, un peu plus tard à l'émission, Michel Cossette et Louise-Marie Lacombe, nous ont présenté le programme d'employabilité après un programme qui a été mis en place par l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, l'AFPAD. C'était le menu donc de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.